Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde, toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon, en France, En France, dans le sud de la France. sud de la France, oui, évidemment. Oui. Ça ne veut pas dire que le temps est magnifique, mais c'est le sud de la France. Ouais, puis c'est pas Paris. Non, C'est pas il y a Paris, des avantages et mais des inconvénients. c'est pas Montréal à -20. Alors, Bon, écoute, cette semaine, bon, on va discuter rapidement de deux sujets. Donc, la Carnemania ouais, en en France. France. Puis moi, je vais discuter de ce qui se passe en Iran. Donc, gros soulèvement populaire depuis Hmm, le dernier mois, en termes de violence, que vraiment, même pour selon les critères iraniens, on a vraiment atteint des sommets là, en matière de violence. On parle vraiment de milliers de personnes qui ont été abattues par les gardes de la Révolution, des milliers de personnes qui ont été arrêtées aussi, qui font face à des exécutions, à hmm, la pendaison pour leur participation à ces manifestations-là. Puis les Américains ont envoyé un porte-avions, le USS Abraham Lincoln, dans la région au cours des derniers jours. Donc, qu'est-ce que ça laisse présager? Donc, on va hmm. essayer de discuter un petit peu de ça. Puis en deuxième partie de l'émission, ben, on a une longue entrevue avec l'auteur Corim de la semaine, donc un professeur de géographie de l'Université Laval, qui va venir nous faire un topo, une analyse sur la présence réelle ou imaginée ou Fantasmé. fantasmée des Russes et des Chinois dans l'Arctique, mais principalement autour du Groenland. Donc, ce sera pour la deuxième partie. Donc, ben, écoute, je te laisse lancer le bal avec la Carnymania. Oui, la Carney-mania frappe la France. C'est pas aussi fort que la Gorby-mania qu'on a connue dans les années 80-90, quand Mikhail Gorbatchev a libéré l'Union soviétique, mais ça dit quand même quelque chose du personnage et du Canada, et peut-être des Français aussi, parce que chez les Français, comme un peu partout dans le monde, il y a toujours un peu d'anti-américanisme dans tous les Ouais. niveaux de la société, et là, il en profite peut-être, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi je parle de la Carney Manie? Et c'est un texte que j'ai d'ailleurs écrit dans la presse cette semaine. C'est parce que depuis le fameux discours de Mark Carney à Davos le 20 janvier, il n'y a pas une journée en France où à la télévision, à la radio ou dans les journaux, on ne parle pas de Mark Carney. Je suis sûr que s'il y avait une entreprise là, qui détecte les mots qui reviennent souvent, les noms qui reviennent souvent dans l'actualité, Mark Carney serait certainement dans les 5 premiers les 5 premières personnalités politiques à apparaître après Trump, évidemment, qui bat tous les records, mais aussi Macron et d'autres. Et ça m'a fait sursauter parce que moi, je lis et j'écoute les médias français depuis une cinquantaine d'années par intérêt, mais aussi la famille. Mon père est français, donc les journaux français circulaient chez nous. Et puis, quand on venait en France, évidemment, on écoutait la télévision et la radio française. Et évidemment, on s'intéressait au sort des hommes et femmes politiques québécoises ou canadiennes qui allaient en France, savoir si on parlait d'eux. Alors, c'est sûr qu'on a parlé de Pierre Elliott Trudeau. C'est sûr aussi qu'on a parlé de René Lévesque quand Mhm. il a été élu en 76, puis quand il a fait une première visite Oui, officielle parce que en France. il avait fait C'était un choc. Hein. c'était une visite pas de chef de gouvernement, mais c'était littéralement une visite de chef d'État. C'était pas officiellement la visite Ouais. d'État, mais Mais c'était presque ça parce que Giscard d'Estaing en a mis plein les yeux. Et donc, René Lévesque a été reçu partout, mais ça a duré quelques jours, tu vois. Et puis, c'est un peu retombé à cause aussi de la technique. Il n'y avait pas
de chaînes d'information en continu à l'époque. La télévision diffusait ses bulletins de nouvelles aux 20 heures et puis on parlait de René Lévesque pendant une minute ou deux, puis c'est tout. Aujourd'hui, c'est pas le même environnement médiatique et donc, dès qu'il y a un personnage qui frappe l'imagination à cause d'une action ou d'une parole, ben, tu connais le défaut médiatique d'exagérer ces événements-là. Et donc, Mark Carney a fait son discours. Sur le coup, je dois dire que le jour même où il était à Davos, je cherchais sur les chaînes d'information en continu en France s'ils allaient diffuser le discours de Carney. Mais en même temps, pourquoi allait-il le diffuser? On n'avait pas encore la substantifique moelle de son discours. Donc, on a diffusé le discours du président Macron, c'était tout à fait normal. Mais après le discours, je pense que là, les gens se sont rendus compte en réécoutant ou en se parlant ou en lisant du poids des mots prononcés par Mark Carney, qui est quand même le premier ministre du Canada, dont le seul voisin, ou à peu près, ce sont les États-Unis, la plus grande puissance du monde, avec un président qui ne nous est pas tout à fait sympathique. Et s'est développé immédiatement une carnémanie incroyable où, là, sur tous les plateaux de chaînes d'information en continu, mais aussi lorsqu'on ouvrait les bulletins de nouvelles, on a parlé de Mark Carney, le premier ministre du Canada. Et on a fait ça pendant plusieurs jours, et là, on est rendu quoi, le 30, Ouais, dix le jours plus 30, tard. 10 jours plus tard, on continue à en parler. À chaque fois qu'il y a un expert ou un politicien qui parle des relations internationales ou des relations entre l'Europe et les États-Unis, on dit, comme disait M. Carney, Premier ministre du Canada, c'est rendu même que j'ai entendu quelqu'un qui n'a même pas dit le Premier ministre du Canada, comme disait M. Carney à Davos, il est devenu une personnalité connue à cause de ce discours. Et c'est vrai que le discours a retenti parce qu'il touchait une corde sensible auprès des Français avec cette idée gaullienne que la France doit être indépendante et puis formuler sa politique étrangère sans influence aucune. Et là, on avait un premier ministre canadien dont on n'était pas habitué à ce qu'il soit aussi offensif envers son voisin du Sud, qui a dit ce que les Européens voulaient entendre finalement sur la relation avec Donald Trump. Et donc, ça s'est répercuté dans les journaux, à la télévision, à la radio, et ça continue encore. Et je voudrais souligner que s'il y a cette Carney manie actuellement, elle a un peu commencé avant. Parce que, oubliez pas une chose, quand Mark Carney remplace Justin Trudeau, la première chose qu'il fait, c'est qu'il quitte pour la France et le Royaume-Uni au lieu d'effectuer un voyage à Washington. Donc déjà, ça avait marqué les esprits dans les médias français et chez l'establishment politique et intellectuel français. Un premier ministre qui venait en France pour son premier voyage officiel. Et évidemment, quand le président a commencé à imposer des surtaxes, à bousculer ses alliés, eh bien, on attendait la déclaration de Carney. Ce qui n'était pas le cas avant. On n'attendait jamais la déclaration du premier ministre canadien. Et souvent, on parlait de les alliés de l'OTAN, l'Europe et les États-Unis. On oubliait souvent le Canada. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On parle du Canada comme si c'était un membre de l'Union européenne. Alors, je voulais noter ça parce que je trouvais ça Mhm. euh, assez intéressant de voir comment il peut y avoir des retournements. Et comme je le disais, euh, il y a chez les Français un peu d'anti-américanisme,
Ça dépend des jours, bien entendu. Et là, l'occasion était bonne, évidemment, de s'emparer du premier ministre canadien pour mieux frapper Mm. les Américains. Voilà. For sure, comme dit si bien Emmanuel. Oui, ben écoute, non, ben c'est sûr que euh, d'une certaine façon, ça fait du bien que le Canada attire l'attention pour autre chose que les couleurs de bas de son premier ministre. Oui, Mais, oui, tu sais, moi, j'ai eu l'occasion cette semaine, dans mon entrevue à Choix de mardi, de revenir justement sur le discours de Carney, puis j'en avais discuté lors du dernier podcast. Moi, je trouve que, à quelque part, le hype autour du discours, c'est plus un hype symbolique parce que c'est oui, le voisin immédiat des États-Unis tu sais, qui tient tête de manière explicite à ce qui est considéré ailleurs dans le monde comme un intimidateur, un bully, puis c'est un oui, petit peu ça qui fait du bien. Parce que pour moi, mis à part le constat qu'il fait sur le monde des relations internationales, euh, qui est un excellent constat, puis je pense qu'il n'y a personne qui va dire le contraire. Pour ce qui est du reste, moi, je l'ai déjà dit, il y a un aspect hypocrite parce que dire, bien ben, sûr. les droits humains, c'est une valeur fondamentale pour le Canada, puis la politique étrangère du pays sous ma gouverne va être orientée en partie autour de ça. Et quelques jours avant, être au Qatar puis en Chine pour signer des accords commerciaux. À quelque part, on peut se demander, tes valeurs, ça ne vaut pas cher la poche. Oui, Euh, Puis l'autre aspect, c'est d'abord déconstruit le monde du droit international de 1945, le respect de la souveraineté, les organisations multilatérales, le rôle de l'ONU, pour ensuite dire, ben, ça fait partie de notre stratégie d'établir une politique étrangère qui va être fondée sur le respect de la souveraineté et du multilatéralisme onusien. Oui, mais tu viens d'expliquer il y a à peine 5 minutes que ce monde-là était révolu, était terminé. Donc, mais tu essaies de oui, construire une politique étrangère sur des principes qui sont révolus. C'est comme quelqu'un en 1900, en 1920 qui aurait dit, bon, on va développer une politique industrielle fondée sur la machine à vapeur puis le cheval. Et comme, je veux dire, c'est anachronique, là. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une incohérence profonde dans le discours de Carney, en plus d'une forme d'hypocrisie qui a toujours un peu été là dans le discours canadien. Puis je pense que tu le sais très bien, Stéphane Dion, à l'époque, lorsque tu étais son conseiller, la question des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. bien sûr. Puis encore une fois, c'est la question, oui, mais est-ce que c'est les intérêts nationaux, donc faire de l'argent qui doit primer, ou c'est plutôt le respect des droits humains, en sachant très bien que l'Arabie Saoudite va utiliser ce matériel militaire-là contre dans sa guerre Au Yémen, au Yémen. Donc, il y a toujours eu cette tension-là qui n'a jamais été résolue puis qui ne sera jamais résolue non, dans la politique étrangère canadienne. non. Mais ceci étant dit, c'est sûr que ce discours-là, en tout cas sur le plan électoral, c'est A+, là, pour Mark Ah Carney, oui, parce qu'il y a un ah oui, oui. sondage qui a été publié il y a quelques jours à peine. Les libéraux, je pense, sont à 47% dans les intentions Ouais. de vote, presque 10% d'avance sur les conservateurs, ce qui leur donnerait, si des élections étaient déclenchées aujourd'hui, leur donnerait vraisemblablement une majorité d'à peu près, ils auraient à peu près 200 sièges. Ah Les oui, conservateurs perdraient des sièges. Donc maintenant, c'est aussi sur toutes les lèvres, est-ce que Carney va profiter de ce hype-là pour déclencher des élections, puis finalement obtenir la majorité qu'il aurait souhaité obtenir le printemps dernier, ou il ne va pas plutôt utiliser la pression des sondages pour faire comprendre à deux, trois députés conservateurs qui branlent dans le manche des Red Tories, écoutez, mhm. je pourrais déclencher les élections tout de suite. Vous comptez Puis- que vous avez gagné oui, il y a 9 mois avec une majorité de 500 voix ou de 1 000 voix. ouais, S'il y a des élections déclenchées maintenant, vous allez perdre votre siège. Donc, vous avez la possibilité, avant de perdre votre siège dans 3 mois, de faire défection, passer chez nous, je vais avoir une majorité, puis vous allez au moins conserver votre siège pour les 3 années et demie qui restent. ouais, ouais. Moi, je pense que c'est peut-être ça le scénario le plus. C'est possible, ouais, En tout cas, c'est un des deux scénarios qui va se produire, mais je pense que le second est le plus plausible. Puis je pense qu'il y a réellement des députés conservateurs qui sont en train de regarder ce qui se passe, puis ils se disent on n'a peut-être pas d'avenir dans ce parti-là, dans le contexte actuel, puis la guerre commerciale avec les ouais. États-Unis, où clairement les Canadiens, à tort ou à raison, la question n'est pas là, se sont ralliés massivement derrière Carney, qui perçoivent encore une fois comme l'homme de la situation, puis la Voilà, personne la mieux placée pour défendre les intérêts du Canada face aux États-Unis. voilà. Bon. Alors, Bon, l'Iran.
Oui, ben, l'Iran, ben, je vais en parler parce que cette semaine, j'avais un collègue jeudi qui a justement fait une présentation sur l'Iran, puis il connaît très bien le pays parce qu'ici en Arménie, ben, l'Iran, c'est un pays limitrophe. Ah ben oui. Il est allé souvent, il connaît beaucoup de personnes, il est en contact avec des gens qui sont sur place. Donc, c'était vraiment intéressant, puis il a vraiment discuté de points qui, je pense, le méritent d'être répétés ici pour le bénéfice des auditeurs, d'autant plus que les Américains ont déployé un porte-avions dans la région. Donc là, la question, c'est est-ce que les États-Unis vont attaquer à nouveau, comme ils l'ont fait en juin dernier, en collaboration avec Israël? Est-ce qu'ils vont attaquer à nouveau l'État iranien pour peut-être renverser le régime des ayatollahs qui est en place depuis 1979? Puis mon collègue était très sceptique à cet égard-là, puis il disait, écoutez, le problème dans tout changement de régime, et c'est de part et d'autre, là, pour les Américains, les Israéliens, mais aussi pour la population civile iranienne. La question, c'est what's next? Ben oui. Si on renverse le régime des ayatollahs, qu'est-ce qui va émerger? Ça pourrait être une démocratie, ça pourrait être une espèce de guerre civile entre différentes factions, différents groupes religieux, des clans, qui pourraient déstabiliser profondément le pays et la région. Ça pourrait être l'établissement d'une dictature qui pourrait être tout aussi autoritaire, sinon plus que celle des ayatollahs. Le fils du Shah d'Iran, qui fait des appels à la mobilisation depuis les dernières semaines, est-ce que c'est une personne qui sera en mesure de rallier la population iranienne autour de sa personne? Puis donc, ce que mon collègue disait, c'est on doit s'entendre sur une chose, là. En Iran, le véritable soutien, là, le soutien estimé de la population iranienne à l'égard du régime des ayatollahs, ça se situe entre 5 et 15. Puis 15%, c'est un pourcentage là, qui est très, très, très généreux. Donc, on parle peut-être de 5 à 10%, mais vous avez 5 à 10% de la population iranienne qui va être prêt à risquer sa vie pour maintenir en place le régime. Et ça, c'est les gens, c'est les gardiens de la révolution, c'est les gens qui ont tiré sur les civils dans les rues il y a quelques semaines. C'est des gens qui sont déterminés, qui vont aller jusqu'au bout, qui vont aller jusqu'au bout. Donc, tout le monde s'entend là-dessus. Il y a 90% de la population iranienne qui en a marre de ce régime-là, puis ils veulent le remplacer par autre chose. Mais le problème, c'est, encore une fois, il n'y a personne qui s'entend sur la nature du régime de succession, du régime qui devrait y succéder. Donc, lui, il estimait, par exemple, les appuis réels ben, du, euh, du Shah, du prince couronné, donc Ouais, le ouais. fils de l'ancien Shah, de l'ordre d'à peu près 40%. Donc, c'est peut-être 40. 40%. C'est la figure de l'opposition qui rallierait autour de sa personne la pluralité des voix s'il y avait une élection. Mais ce n'est pas une majorité, c'est à peu près Ouais. 40%. Donc, vous avez des gens qui voudraient un régime plus démocratique, puis des gens qui veulent autre chose, puis des groupes minoritaires qui essaieraient peut-être de tirer la couverte de leur côté, etc., etc. Donc, il y a cette incertitude-là qui est traumatisante pour la population iranienne, mais qui est aussi traumatisante pour les États-Unis. Parce qu'au moins, les États-Unis, avec l'ayatollah qui est en place en ce moment, ils savent à qui ils ont affaire. C'est Donc, ils sûr. sont en mesure de faire Ouais. des plans, évaluer les différentes contingences, les possibilités, qu'est-ce qui peut arriver. Donc, il y a un aspect qui est rassurant dans le fait de savoir ce qu'il y en est avec le régime en place. Donc, Même chose au Venezuela. exactement, c'est ça. Voilà. Donc, l'incertitude d'un changement de régime pouvant déstabiliser une région aussi stratégique pour les États-Unis que peut l'être l'Iran et le Moyen-Orient. Donc, ça peut peut-être contribuer les Américains à mettre un petit peu la pédale douce. Donc, Mhm. peut-être que le porte-avions qui a été déployé, c'est pour mettre simplement de la pression, mais de là à ce qu'il y ait une intervention qui pourrait renverser le régime, on est loin Ouais. de ça. Puis Ouais. l'histoire des boots on the ground, oubliez ça, Ouais. ça serait une catastrophe pour l'armée américaine, surtout alors que les midterms s'en viennent. Puis quand on regarde les sondages, les Ouais. républicains pourraient perdre le contrôle d'au moins une des deux chambres du Congrès. Fait que si vous avez des dizaines de milliers de soldats américains qui sont déployés en Iran, dites-vous, population de 40 millions de personnes en Iran. Donc, si vous avez ne serait-ce que Plus 5 à que ça. 10 de la population qui serait prête à défendre corps et âme le régime des ayatollahs,
ça en fait du monde, là. Ça fait une grosse guérilla, puis ça fait beaucoup de soldats américains qui reviendraient entre quatre planches de bois avec un drapeau sur le dessus, Ouais, là. ouais, Donc ça, pour tout à fait. l'imaginaire collectif américain, là, ça serait un gros non-non. Donc, très, très, très pessimiste face à cette possibilité-là. Euh, Bon, Puis l'autre chose aussi, c'est que l'intervention israélienne de l'année dernière a été mal perçue par une grosse partie de la population iranienne. Donc, même des gens qui sont opposés au régime des ayatollahs, c'est des gens qui ont perçu l'intervention israélienne de façon très négative parce qu'il y a un aspect national. Dans tout pays, il y a du bien nationalisme sûr, dans tout pays, et surtout en Iran, l'idée, c'est que le pays est isolé depuis 45 ans, 45 ans. là. Ouais. Donc, il s'est développé l'idée, la thèse, l'Iran est un peu un pays qui résiste aux différentes formes d'impérialisme. Puis même les gens qui sont opposés au régime des ayatollahs ressentent une forme de fierté face à cet idéal de la résistance-là qui a été incarné par leur pays depuis 45 ans. Donc, l'intervention israélienne, même si elle a permis de décapiter en partie un régime qu'ils détestent, ça a quand même eu des aspects négatifs parce que ça a contribué à régénérer un idéal Mhm. de patriotisme, de défense de l'Iran face aux Israéliens. Et aussi la fameuse promesse de Trump, il y a à peu près 2, 3 semaines de ça, là, Help is on its way. L'aide s'en vient. Ouais, Il y a des gens qui se sont dit, bon, ben, on va descendre dans la rue, hein, l'armée américaine s'en vient. L'armée ouais, américaine, là, n'est jamais débarquée sur le non, sol ou dans le ciel. Puis c'est des gens qui sont fait arrêter, là, ouais. en croyant cette promesse-là. Donc, il y a aussi, à l'égard des Américains, depuis 2, 3 semaines, une forme de méfiance. Mhm. Puis les gens se disent, ben là, si on est prêt là, à redescendre à nouveau dans la rue, ben, on ne doit pas s'attendre à ce que les Américains viennent nous aider. Ça risque encore d'être juste une espèce du support moral qui va nous amener à nous faire On va se faire arrêter, puis tuer. se faire Ouais. tuer ou dans la rue ou à se faire condamner puis à être pendu à une, à une grue dans le centre-ville de Téhéran. Donc, c'est une situation qui est éminemment complexe. Et puis, voilà, en conclusion, les gens qui s'imaginent que Donald Trump va donner l'ordre de passer à l'assaut pour renverser le régime des ayatollahs, je pense que si j'avais un 20 piastres à parier, ça serait pas mon premier choix. Ça serait probablement le dernier choix. Mais bon, on verra la suite des choses. Voilà. C'est sûr, le régime est vraiment très, très, très affaibli. Euh, Puis les soutiens aussi internationaux, qu'est-ce que ça valait, le soutien de la Russie? Parce Ouais, qu'essentiellement, la Russie, il avait vendu des armes, des systèmes ouais. antimissiles. Et on Les s'est Russes rendu, disent, les Russes disent rien hein, sur cette histoire-là. Ils disent pratiquement rien. les Chinois non plus, Ils appellent évidemment au dialogue, là, c'est mais ça. Mais je veux dire, la contribution des Russes à l'Iran, c'était leur système antidéfense, antimissile, de ouais. défense antiaérienne, qui a prouvé son inefficacité Ouais. contre l'armée israélienne et américaine le Ils ont printemps des gros dernier. ils ont des gros contrats sur la construction de centrales nucléaires aussi. Alors, Ouais, mais bon, ouais. on peut se poser la question, c'est quoi C'est- l'avenir du nucléaire en Iran aussi en janvier 2026, hein? Donc voilà, c'est ce que Voilà. j'avais à dire sur la situation là-bas. Donc, Eh bien, écoutez, on aura notre invité. Ça oui, va suivre. restez des nôtres. On revient dans quelques secondes avec notre invité. Puis, comme je le disais en début d'émission, c'est pour nous parler du Groenland, des convoitises américaines dans l'Arctique, les présences réelles ou fantasmées des Russes et des Chinois, leurs sous-marins là, qui seraient au large de Terre-Neuve, du Labrador, puis au sud du Groenland par douzaines Voilà. et douzaines. Donc, il va nous venir nous faire un topo sur la question. Donc, restez des nôtres, on revient dans quelques secondes. Alors, nous sommes de retour dans cette deuxième partie du podcast et comme à l'habitude, nous avons aujourd'hui un invité, le professeur Frédéric Lasserre, que vous connaissez sans doute puisque c'est pas la première fois qu'il fait le podcast. Et Frédéric est professeur au département de géographie de l'Université Laval. Il est l'auteur d'une littérature assez considérable sur les questions de l'Arctique.
Et par incidence, il parle aussi du Groenland, qui est le sujet de l'heure pour l'instant, avant que Donald Trump décide de, de pointer le doigt sur un autre aspect de la planète. Mais pour l'instant, nous allons parler de ce Groenland parce que Frédéric va publier demain, lundi, donc sur le site du Corim, un article intitulé, grosso modo, la menace ou les menaces russes et chinoises, vraiment. Alors, il va nous expliquer pourquoi ces menaces relèvent un peu du fantasme. Juste pour vous résumer la question, vous savez que le président Trump a jeté son dévolu sur le Groenland depuis plus d'un mois déjà. Il dit qu'il doit absolument posséder cette pièce de terrain entre près du Canada parce que il y va de l'intérêt national américain et que le monde veut que les États-Unis possèdent le Groenland. Alors évidemment, il a lancé toutes sortes de raisons pour ça. D'abord, l'intérêt stratégique, ensuite, la disponibilité de ressources minérales rares, et dernièrement, la dernière trouvaille, c'est de dire qu'il y avait des Chinois puis des Russes qui couraient partout autour du Groenland. Et sait-on jamais, si on n'est pas attentif, ils pourraient mettre la main sur ce morceau glacé des territoires arctiques. Donc, j'ai résumé, je crois, le fantasme du président. Et je vais donc laisser Frédéric nous expliquer pendant 5 minutes, 5, 6 minutes, la thèse qu'il développe dans son texte. Je le rappelle pour attirer votre attention, mais Frédéric démolit point par point la thèse du président Trump. Alors, Frédéric, s'il vous plaît. Merci, Jocelyn. Alors, la situation a très bien été campée. Effectivement, l'administration Trump remet sur la table son désir de prendre possession, d'acheter le territoire du Groenland. Il y avait déjà eu une proposition qui avait été formulée en 2019. Et donc, dès 2024, avant même qu'il ne soit intronisé président des États-Unis, Donald Trump a rappelé qu'il souhaitait absolument prendre le contrôle du Groenland. Pour mettre ça en perspective, c'est pas la première fois que les États-Unis s'intéressent au territoire. Il y a eu plusieurs tentatives de rachat dès le 1868, donc juste après la guerre de sécession et l'achat de l'Alaska. Donc c'est pas quelque chose qui est totalement nouveau. C'est pas sorti du chapeau de Donald Trump. Par contre, les arguments qui sont mis de l'avant pour justifier la pertinence d'un tel projet de rachat sont effectivement assez contestables. Alors, M. Trump souligne effectivement, selon lui, la nécessité d'acheter le territoire pour des raisons de sécurité nationale. C'est absolument fondamental selon lui. Et quand on s'intéresse aux menaces qui pèseraient sur les États-Unis et donc la nécessité absolue de racheter le territoire, là, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un portrait qui soit crédible. Alors, M. Vance aussi, lorsqu'il a été dépêché en mars 2025 au Groenland, a évoqué les agressions, je cite, dont aurait été objet le territoire du Groenland aux mains des Russes et des Chinois. Là encore, pas d'informations précises, pas capable de donner un exemple concret de ces agressions. Donald Trump a répété que les eaux groenlandaises seraient infestées de navires et de sous-marins russes et chinois. Quand on regarde un petit peu plus près cet argument, on s'aperçoit que ça relève vraiment du fantasme. Il n'y a pas de bâtiment de surface russe ou chinois qui croisent au large des eaux groenlandaises. Et pour les sous-marins, le chef d'état-major des forces danoises au Groenland a bien souligné qu'à sa connaissance, il n'y a jamais eu de sous-marins russes ou chinois qui auraient été détectés dans ces eaux. Autrefois, il y avait effectivement des bâtiments russes qui croisaient au large du Groenland dans le cadre de la guerre froide, parce que c'était la stratégie soviétique, puis ensuite russe, de descendre le plus loin possible dans l'Atlantique Nord pour être en mesure effectivement de couper le ravitaillement de l'OTAN des États-Unis vers l'Europe en cas de conflit. On s'aperçoit, quand on regarde un petit peu la posture, le déploiement, la doctrine d'emploi des sous-marins russes à l'heure actuelle, que c'est de moins en moins le cas, puisque d'abord les missiles balistiques
russes ont une portée beaucoup plus importante qu'autrefois. Donc, les sous-marins stratégiques n'ont plus besoin de descendre très loin dans l'Atlantique pour faire peser la menace de la dissuasion sur l'Europe occidentale ou les États-Unis. Et même les sous-marins d'attaque, donc avec soit armés de torpilles ou de missiles, qui auraient comme mission d'attaquer les groupes de porte-avions ou les convois de l'OTAN, sont équipés maintenant de missiles de croisière d'une portée beaucoup plus importante. Donc, ils n'ont plus besoin, eux non plus, de descendre très loin dans les eaux de l'Atlantique Nord. Ils peuvent très bien se cacher en mer de Barents comme les sous-marins stratégiques et être en mesure de frapper les convois s'ils sont détectés ou, de manière encore plus efficace, de frapper simplement les ports d'Europe occidentale, ce qui reviendra au même. Les convois ne pourraient plus accoster et donc, en cas de conflit, le ravitaillement et les renforts ne pourraient plus arriver. Cette menace qui est réelle, par contre, il y a effectivement la nécessité pour l'OTAN de redéfinir sa doctrine d'emploi dans la lutte anti-sous-marine, curieusement, n'est pas du tout invoquée par l'administration Trump pour justifier son intérêt pour le Groenland. Au contraire, on fait état donc de la présence de bâtiments chinois ou russes qui, comme je l'ai mentionné, sont pas du tout avérés. Alors, quand on regarde une carte, on s'aperçoit d'ailleurs que, effectivement, autour du Groenland, il n'y a pas vraiment d'intérêt de défense immédiat. Si on veut porter la défense du côté du nord de l'Atlantique Nord, il y a beaucoup plus d'intérêt à développer de nouvelles bases du côté de la Norvège, du côté de l'Islande. Ce n'est pas pour rien que la base de Keflavik, par exemple, en Islande, qui avait été fermée en 2006, a été récemment ouverte, précisément pour répondre à cette nouvelle menace perçue de la part de la force sous-marine russe. Il y a des nouvelles bases aussi qui ont été ouvertes dans le nord de la Norvège, des contingents d'avions de surveillance maritime, de lutte anti-sous-marine qui ont été déployés là aussi. Donc ça, c'est pour répondre à cette menace et, comme je disais, qui n'est pas mentionnée par le président Trump. Par ailleurs, l'intérêt des Russes et des Chinois dans leur coopération militaire naissante, elle se concentre plus dans le nord du Pacifique. Du côté du détroit de Bering, il y a eu effectivement quelques manœuvres conjointes des forces de la marine russe et chinoise dans le nord du Pacifique. Il y a des gardes-côtes arctiques ou à capacité de glace qui ont franchi le détroit de Bering, mais qui sont restés dans les eaux russes de l'Arctique. Donc, il n'y a pas vraiment de présence navale sino-russe autour du Groenland. Donc, cette idée d'une menace qui pèserait sur le Groenland portée par la Chine ou la Russie, elle semble un petit peu tirée par les cheveux. Un autre argument qui est présenté aussi par Trump, c'est la question des routes maritimes. Donc, avec le Groenland, on contrôlerait effectivement l'accès à ces routes maritimes, d'où l'intérêt de la Russie et de la Chine. Même chose, quand on regarde la carte, on s'aperçoit qu'effectivement, le Groenland est proche des accès du passage du Nord-Ouest. Les riverains de la baie de Baffin, par où passe effectivement le trafic potentiel qui voudrait emprunter le passage du Nord-Ouest. Mais là aussi, l'argument semble pas très crédible dans la mesure où les Russes ont déjà tout ce qu'il faut de leur côté. La route maritime du Nord, donc le passage du Nord-Est, au nord de la Sibérie, est beaucoup plus libre de glace que le passage du Nord-Ouest, est déjà l'objet d'un trafic maritime pas encore très, très élevé, mais beaucoup plus conséquent que ce qui se passe du côté du passage du Nord-Ouest. Et il y a beaucoup plus d'extraction de ressources naturelles du côté sibérien que du côté canadien. Bref, on ne voit pas très bien pourquoi les Russes voudraient s'approprier le passage du Nord-Ouest et donc le Groenland, alors qu'ils ont déjà largement de quoi s'occuper, de quoi développer leurs ressources naturelles et développer un certain trafic maritime de leur côté. Donc cet argument ne tient pas non plus. Et de fait, les Chinois s'intéressent beaucoup plus à l'activité maritime du côté de la route maritime du Nord que du côté du passage du Nord-Ouest. Dis-moi, Frédéric, quand tu as ouvert ta présentation, tu as parlé de l'historique des convoitises américaines sur le Groenland qui ont commencé après la guerre de sécession. Il y a eu un moment, je crois que c'est après la Seconde Guerre mondiale, où Truman ou Eisenhower voulaient concrètement acheter le Groenland et donc s'en emparer, mais de façon légale, à travers pratiquement un contrat d'achat. Est-ce que c'est bien ce qui est arrivé?
Effectivement, en 1946, le président Truman avait proposé, à l'époque, c'était une somme assez considérable, il avait proposé 100 millions de dollars, ça fait Ouais. plus d'1 milliard de dollars en valeur actuelle, pour acheter le Groenland auprès du Danemark, qui a décliné en disant, ben, je ne vais pas commencer à vendre mon territoire. Donc, les arguments que l'on entend maintenant étaient déjà les Ouais. mêmes à cette époque-là. Le gouvernement danois était assez choqué de la proposition, à l'époque aussi, le gouvernement américain, donc le président Truman, justifiait son intérêt, sa proposition de rachat, avec l'argument, dans le contexte de la guerre froide naissante à ce moment-là, 1946, on entrevoit que le prochain adversaire, maintenant que l'Allemagne nazie est vaincue, le prochain adversaire des Américains, ça va être l'Union soviétique. La route la plus proche pour les bombardiers soviétiques, déjà à l'époque, on percevait que c'était de passer par l'Arctique. Donc, le Groenland pourrait être un porteur de base importante pour les États-Unis pour assurer la défense de l'espace aérien nord-américain. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 13 bases américaines au Groenland qui avaient été établies dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis voyaient aussi l'intérêt de garder une présence militaire importante dans l'optique de la défense du continent nord-américain contre l'Union soviétique. Donc déjà à l'époque, c'était un raisonnement en termes de sécurité. Ouais. On veut prendre possession du Groenland pour se prémunir contre une éventuelle attaque soviétique. À l'époque, ça faisait un certain sens. Et du coup, comme le Danemark ne voulait pas céder le Groenland et que Washington ne voulait pas non plus euh, briser les relations avec le Danemark pour préserver donc un allié important au sein de l'OTAN, on a opté pour une négociation et c'est de cette situation qu'est né le traité de 1951 qui donne accès aux forces américaines au territoire du Groenland. De fait, effectivement, Washington n'a qu'à demander la permission au gouvernement danois et maintenant depuis 2004 aussi au gouvernement autonome du Groenland s'il peut développer de nouvelles bases. Et tant Copenhague que le gouvernement autonome ont signifié que c'était tout à fait possible au terme du traité de 1951. Si aujourd'hui Washington voulait ouvrir une nouvelle base militaire en territoire groenlandais, c'est tout à fait possible. Mhm. Est-ce que le fait que dans le nord canadien, il y a toute cette rangée de radars, de NORAD, euh, s'emparer du Groenland viendrait, comment dirais-je, accorder une continuité à ces radars et à cette bande de défense, si je peux dire. Et là, le gouvernement américain, les États-Unis se sentiraient assurés de la souveraineté américaine, pas la souveraineté américaine, mais la souveraineté nord-américaine sur cet ensemble-là pour se défendre contre les Russes et les Chinois. C'est pas un argument que j'ai lu, mais est-ce que ça fait partie de la discussion au Pentagone ou ailleurs, si même il y a eu discussion au Pentagone? Alors effectivement, certains analystes pointent du doigt cette possibilité, qu'il y ait ce prisme au sein de l'administration à Washington. Comme tu le soulignes, on le voit sur la carte d'ailleurs, le Groenland se situe un petit peu plus au nord de la ligne de radar. Donc autrefois c'était Ouais. la DEW, Distant Early Warning, maintenant c'est le North Warning System. Donc c'est tout ce réseau de radars qui parcourt le territoire de l'Alaska et de l'Arctique canadien, qui a été édifié dès les années 50 pour détecter le plus tôt possible à cette époque les bombardiers soviétiques, puis ensuite à partir des années 60, donc les missiles intercontinentaux qui pourraient être tirés du territoire soviétique puis russe maintenant. Ces radars existent toujours. Il faut simplement les moderniser effectivement pour assurer leur efficacité. Et on pourrait à ce moment-là effectivement penser qu'en ajoutant la possibilité d'autres radars en territoire groenlandais, on pourrait compléter ce réseau de radars. Mais d'une part, il y a déjà une base militaire très importante des États-Unis en territoire groenlandais, c'est la base de Pituffik, autrefois la base de Thulé, donc qui a été renommée récemment. Et puis, comme je l'ai mentionné, si jamais les Américains souhaitaient ouvrir d'autres bases de radars en territoire groenlandais, c'est déjà possible à Ouais. travers le traité de 1951. Donc, pas besoin d'étendre leur souveraineté sur le territoire du Groenland pour avoir la possibilité d'ouvrir d'autres bases militaires. Jean-François? Euh, ben, trois questions. Bon, après 1945, les États-Unis ont manifesté leur intérêt pour, comme vous l'avez rappelé, pour acheter le Groenland. Mais c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale,
techniquement, le Groenland est un territoire occupé par l'Allemagne nazie. Techniquement, pas dans les faits. Donc, il y avait une vulnérabilité ici. Et avec la guerre froide naissante, c'est probablement ce qui a incité les Américains à vouloir acquérir ce bout de territoire-là à cause de la vulnérabilité de l'Europe entre 1939 et 1945 afin d'éviter que une éventuelle invasion de l'Union soviétique en vienne à causer le même résultat que ça avait pu créer, que ça avait pu être créé par l'invasion du Danemark par l'Allemagne nazie. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui, la volonté de Trump de vouloir répéter l'expérience, la tentative de 1945-1946 ne s'inscrit pas justement dans cette perspective-là de la vulnérabilité actuelle de l'Europe, qui serait clairement incapable de faire face à une attaque majeure de la Russie qui est éminemment hypothétique, il faut le dire, mais je pense qu'on peut en convenir que l'Europe, en matière de défense, est loin de connaître ses plus beaux jours. Ensuite, deuxième question. Donc, l'accord de 1951 qui permettra aux États-Unis d'ouvrir de nouvelles bases militaires au Groenland, est-ce que ça ne fait pas partie de la deal qui a été évoquée par Trump là, au cours des 10 derniers jours? On n'est pas vraiment au courant des détails à quoi ça peut ressembler, mais est-ce que c'est vraisemblablement ce vers quoi on est en train de se diriger? Puis dernière question, ben, c'est les terres rares au Groenland. Trump en parle énormément. Il y en a combien? Lesquelles? Puis est-ce que c'est des ressources qui sont facilement exploitables ou difficilement exploitables? Puis ça coûterait combien une compagnie minière pour aller s'installer là et essayer d'exploiter ces ressources-là? Alors, dans l'ordre, très, très bonne question. Pour la vulnérabilité euh, que pourrait représenter le Groenland euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et puis dans une optique de Troisième Guerre mondiale avec la Russie. Oui, effectivement, la première réaction après la chute du Danemark pendant la Seconde Guerre mondiale en 1940, c'était effectivement d'occuper assez rapidement le territoire du Groenland pour empêcher que les troupes nazies éventuellement y débarquent. Ensuite, on a développé d'autres bases, essentiellement de météo, parce qu'on s'est rendu compte que stratégiquement, le facteur météo était stratégique, était très, très important à maîtriser pour précisément être en mesure de mieux gérer les convois dans une optique de bataille de l'Atlantique et puis ensuite d'informations météo importantes pour la conduite des opérations militaires après le débarquement. Donc, il y a eu tout un chassé-croisé, un jeu du chat et de la souris entre les troupes nazies et les troupes alliées pour créer des stations météo en territoire groenlandais et puis détruire les bases de l'adversaire. Tout ceci pour souligner qu'effectivement, il y avait un rôle stratégique pour le territoire du Groenland et que très vite, les Américains ont eu cette perception que il faut empêcher que le territoire tombe aux mains de l'ennemi. C'est la même chose qui a conduit les troupes britanniques à occuper assez rapidement l'Islande en 1940-41. Bon, est-ce qu'il y a ce même raisonnement qui prévaut à l'heure actuelle au sein de l'administration américaine? Bon, d'abord, que les Européens soient complètement vulnérables face à une éventuelle attaque russe, ça demeure quand même ça appelle à réflexion. C'est sûr que on peut se poser la question de la solidité de l'armée allemande qui est victime de coupes budgétaires récurrentes depuis des années, mais l'ensemble des troupes européennes représente quand même une force militaire conséquente. Et même si on pouvait développer l'idée qu'effectivement il y a une certaine vulnérabilité sur le plan militaire des Européens, cet argument n'est jamais mis de l'avant. Donc, comme je l'ai dit déjà tantôt, la menace sous-marine, la réorganisation qu'impose aux troupes de l'OTAN, la nouvelle doctrine d'emploi de la force sous-marine russe, c'est quelque chose qui est réel, mais qui n'est jamais évoqué. Et cette vulnérabilité du Groenland, qui peut faire l'objet effectivement d'un argumentaire crédible, n'est pas non plus évoqué. On évoque d'autres éléments comme le fait qu'il y ait plein de bâtiments militaires russes et chinois autour du Groenland, ce qui est faux. Donc alors, on s'étonne pourquoi est-ce qu'on n'évoque pas des arguments qui soient plus crédibles pour justifier le souci, la volonté de racheter le territoire du Groenland. Euh, Deuxième question qui portait Sur la fameuse deal que Trump sur l'accord aurait. qui aurait été signé. Il n'y a pas beaucoup d'informations, d'éléments qui Non. filtrent. Tout ce qu'on sait déjà, c'est que le Premier ministre du Groenland affirme qu'il n'est au courant de rien, donc il n'aurait pas été Voilà. mis au courant du contenu de cet accord, ce qui paraît un petit peu étonnant. Si c'est avéré,
ça montre bien effectivement à quel point l'administration américaine ne se rend pas très bien compte de la dynamique politique actuelle au Groenland, parce que en vertu du statut d'autonomie, il n'y a pas beaucoup de sphères du pouvoir qui échappent au gouvernement autonome groenlandais. Et même lorsque le traité de 1951 a été révisé en 2004, précisément pour inclure des dispositions pour que le gouvernement autonome, lui aussi, donne son accord pour l'ouverture de nouvelles bases américaines. Donc, que le gouvernement autonome ne soit pas au courant, c'est soit un jeu politique, soit une grande maladresse de la part de Washington. Ce qui semble se dessiner, c'est qu'effectivement, pour Trump, c'est très, très important d'être souverain sur le territoire des bases. Pourquoi? Il y a beaucoup d'analystes qui se sont posé la question. Est-ce que c'est parce qu'il lui attache beaucoup d'importance à cette souveraineté, parce qu'il a peur qu'un éventuel Groenland indépendant revienne sur sa promesse? Est-ce que c'est simplement son passé d'agent immobilier qui l'incite à valoriser beaucoup la propriété? Il a déjà mentionné dans certaines entrevues. En tout cas, on est réduit à formuler des hypothèses, mais il semble qu'effectivement, ça fasse partie de l'accord selon ce qui peut filtrer, ce qu'on peut savoir, qu'il y aurait effectivement la possibilité que le Groenland et le Danemark cèdent la souveraineté sur le territoire des bases américaines pour faire plaisir donc, à M. Trump. Un Guantanamo, finalement. Oui, effectivement. Ouais, on accorde cette concession pour garantir effectivement la pérennité de la présence américaine sur ces bases, comme si effectivement on souhaitait se prémunir d'un éventuel changement dans la volonté politique du Danemark et surtout du Groenland si jamais il accède à l'indépendance par rapport à ce traité de sécurité. Même si à l'heure actuelle, les partis politiques au Groenland n'ont jamais évoqué la possibilité de revenir sur cet accord, mais au cas où, peut-être qu'effectivement, ça fait partie des préoccupations de l'administration américaine. Et puis Et pour puis les enfin, terres rares, par rapport aux terres rares, donc à la question des ressources, ça aussi, ça a été évoqué comme un possible source d'attrait aux yeux de Washington. Bon, il faut savoir que le gouvernement autonome est tout à fait ouvert à des investissements étrangers pour l'extraction des ressources naturelles. Depuis l'accord spécial de 2009 entre Nuuk, donc le Groenland, et Copenhague, il y a une volonté de développer les affaires, les activités économiques au sein du gouvernement autonome du Groenland pour justifier un éventuel accès à l'indépendance. Le Danemark soulignant que c'est tout à fait possible dans un futur plus ou moins rapproché d'accepter la demande d'indépendance du Groenland, moyennant un référendum, à condition effectivement que le territoire montre qu'il est autonome du point de vue économique. Donc, si on développe des industries extractives, si on développe des emplois aux yeux du gouvernement autonome, eh ben, ça pourrait faciliter l'accès à l'indépendance. D'où des campagnes d'exploration minière et pétrolière et gazière très importantes qui ont été lancées par le gouvernement autonome. Pour le pétrole, ça a été un échec retentissant, contrairement à ce qu'on peut lire dans les médias. Il n'y a pas de réserve prouvée au Groenland à l'heure actuelle. Il y a des réserves estimées, donc de l'ordre de 30 milliards de barils, mais c'est important de souligner que ce sont des réserves estimées. De 2011 à 2021, il y a eu plusieurs campagnes d'exploration par beaucoup de compagnies pétrolières au large du Groenland et ils n'ont rien trouvé de commercialement intéressant. C'est important de le préciser. Donc, il y a eu des découvertes de petits gisements, mais qui ont été jugés non rentables par les compagnies pétrolières qui sont parties. C'est vrai que les cours du pétrole à l'heure actuelle sont un petit peu déprimés. Donc, vu les coûts d'exploitation qui demeurent très élevés au Groenland, ça fait partie de l'Arctique, eh bien, elles ont décidé de partir et donc les campagnes d'exploration ont été terminées, ont été fermées en 2021, sauf 2 blocs dans l'est du Groenland où la compagnie espère effectivement faire une découverte. Pour les terres rares, comme pour les autres minerais industriels, effectivement, il y a des gisements qui sont connus au Groenland. On pense par exemple au site de Kvanfjeld qui a été récemment fermé par le gouvernement, pas parce qu'il est contre l'extraction des ressources, des terres rares, qui sont pourtant source potentiellement de pollution importante, mais parce que le gisement contient aussi beaucoup d'uranium. Et il y a une phobie au sein du gouvernement autonome comme de la population groenlandaise contre l'idée d'extraire de l'uranium du sous-sol. Il y a cette crainte que l'uranium, avec la radioactivité associée, soit source d'une pollution importante et donc on a préféré fermer le site parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'uranium qui était associé aux terres rares. À tort ou à raison, parce que peut-être que la compagnie pouvait développer des techniques d'extraction qui minimisent le risque de contamination, mais la population s'est beaucoup mobilisée et le gouvernement a décidé de fermer le site. Donc, on sait qu'il y a des gisements de terres rares assez conséquents au Groenland.
assez conséquent. Les estimations, là encore, tant qu'on n'a pas creusé partout, on parle d'estimations, sont de l'ordre de 1,5 million de tonnes, ce qui représente à peu près 3% des réserves estimées à travers le monde. Donc, c'est non négligeable, mais c'est pas l'Eldorado qu'on se plaît parfois à mentionner à propos du Groenland. Et M. Trump lui-même l'a dit, il y a moins de réserves de terres rares au Groenland qu'aux États-Unis, ce qui est exact. Les estimations montrent qu'il y a plus de gisements de terres rares, d'après ce que l'on connaît, du sous-sol aux États-Unis qu'au Groenland. Et puis, il y a des pays où on sait qu'il y a beaucoup plus de terres rares, par exemple au Brésil, en Thaïlande, en Australie. Donc, la question qui se pose, c'est, très bien, on sait qu'il y a des gisements de terres rares. Pourquoi est-ce qu'on en parle tellement au Groenland? Et puis, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est économiquement rentable d'exploiter ces gisements? La réponse est, c'est vraiment la principale difficulté, puisque le gouvernement est ouvert à des investissements étrangers, mais s'il n'y a pas beaucoup d'extraction minière, on parle de terres rares ou d'autres ressources minières à l'heure actuelle au Groenland, c'est pas faute de la part du gouvernement autonome de pousser pour ça. Au contraire, il fait activement la promotion de ces richesses naturelles, mais c'est surtout que ça demeure très coûteux d'opérer une exploitation minière au Groenland. Ça demeure des conditions arctiques qui sont éloignées, il n'y a pas d'infrastructure, tout est à construire, et puis il faut gérer effectivement les conditions climatiques qui demeurent difficiles malgré les changements climatiques. J'aimerais ça t'amener sur un autre terrain, mais qui n'est pas si loin que ça finalement. Alors, on parle du Groenland, on a l'impression que l'affaire est peut-être réglée, mais disons qu'on la met entre guillemets. Il y a l'Arctique canadien qui devrait susciter les mêmes convoitises de la part des Américains que le Groenland, en tout cas. Et on sait déjà que les Américains n'ont jamais reconnu la souveraineté du Canada sur le passage du Nord-Ouest. C'est déjà un contentieux avec notre voisin du Sud. Il y a un accord, évidemment, entre les deux pour permettre aux navires, aux bâtiments américains de passer, mais il y a toujours ce petit irritant. Est-ce que, à terme, on devient une proie pour les États-Unis si on suit la logique développée par Trump depuis quelques semaines, quelques mois sur le Groenland? Alors, effectivement, ça, laisse, ça permet d'esquisser un scénario assez inquiétant pour le Canada. Si jamais, effectivement, les États-Unis mettaient la main sur le Groenland, on aurait donc l'Alaska à l'ouest, le Groenland à l'est, qui enserrerait le territoire du Canada, sachant qu'il y a un contentieux politique effectivement sur le statut du passage du Nord-Ouest et que M. Trump a développé toute une rhétorique sur le Canada, futur 51e État des États-Unis. Parallèle avec le passé, en 1868, lorsque les États-Unis ont formulé leur première tentative de rachat du Groenland, la motivation à l'époque, c'était vraiment l'expansion territoriale. Et on s'était dit, au sein du cabinet à la Maison-Blanche, on est propriétaire maintenant, on est souverain sur l'Alaska. Si on prend en plus le Groenland, on va vraiment encercler les territoires de l'Amérique du Nord britannique et donc forcer Londres à terme à nous céder ses possessions en Amérique du Nord. Donc, il y avait déjà ce calcul à l'époque que le Groenland pouvait servir de levier pour amener les Britanniques à céder finalement toute leur possession en Amérique du Nord et donc permettre aux États-Unis d'être souverains sur l'ensemble de l'Amérique du Nord, sauf le Mexique. Est-ce que ça fait partie des motivations à l'heure actuelle de la Maison-Blanche? Bien malin qui peut le dire, parce qu'on ne sait pas très bien exactement à terme ce que veut atteindre Donald Trump à travers ce projet de racheter le Groenland. Dans la mesure où ses arguments en termes de sécurité sont un petit peu fallacieux, qu'il met de l'avant des arguments qui sont très contestables, tout en oubliant de mettre de l'avant d'autres arguments plus crédibles, on se pose vraiment la question, est-ce que c'est ça son objectif? Juste simplement sécuriser les bases militaires des États-Unis en territoire groenlandais, ou est-ce que c'est autre chose sur le long terme? On peut d'autant plus s'inquiéter qu'effectivement, il y a toujours ce contentieux sur le passage du Nord-Ouest. En 2019, Mike Pompeo, le secrétaire d'État, avait vigoureusement dénoncé la position canadienne, ce qui a surpris beaucoup de gens parce que, précisément, il y a ce traité de 1988 qui a été signé, qui revient à convenir d'un modus operandi, donc un accord tacite sur le passage des brise-glaces américains, tout en reconnaissant que les deux États ne sont pas d'accord et que c'est pas plus grave que ça. Donc, apparemment, l'esprit de ce traité
n'est plus accepté par l'administration américaine. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il y aura bientôt une nouvelle contestation officielle de la souveraineté canadienne revendiquée sur le passage du Nord-Ouest? Peut-être. Est-ce que si jamais les visées américaines sur le Groenland vont de l'avant, on va voir se développer d'autres contestations, la volonté de sécuriser les bases du NORAD en territoire canadien? Donc, est-ce qu'on va demander à céder des portions de l'Arctique canadien? On peut là encore formuler beaucoup d'hypothèses, des conjectures. C'est un climat extrêmement incertain parce que, comme je le disais, on ne sait pas très bien quelles sont les intentions de Donald Trump en la matière. Mais c'est intéressant que tu rappelles la déclaration de Pompeo. Je ne l'avais plus à l'esprit, mais je me souviens exactement de ce qu'il avait dit, effectivement. Jean-François, est-ce que tu voulais poser une Ouais, question? ouais, peut-être une dernière question. Je sais qu'il y a quelques mois, vous avez publié un collectif sur les lieux de passage stratégiques. Puis on sait qu'en 2025, la première menace de Trump concernant un lieu de passage stratégique en Amérique, c'était le canal de Panama. Ce qui était évoqué à l'époque, c'était il y avait une présence chinoise qui était de Chinois. plus en plus importante. Est-ce que c'était vraiment le cas? Puis est-ce qu'on pourrait parler dans le cas du Panama qu'il y avait effectivement une menace beaucoup plus crédible que ça peut être le cas par rapport à ce qui est dit par rapport à la menace chinoise et russe autour du Groenland? Alors, au Panama, il n'y avait pas de menace chinoise par rapport à l'autorité du canal de Panama. Mhm. Simplement, il y a des ports de transbordement qui se développent sur la façade pacifique et sur la façade atlantique du Panama. Il y a des navires qui se contentent simplement de décharger des conteneurs, des marchandises sur l'une et l'autre des façades. Puis ensuite, d'autres navires viennent prendre ces marchandises pour effectivement emprunter le canal de Panama. Il y a beaucoup d'activités donc de transbordement de part et d'autre du territoire du Panama. Et donc, dans ces ports, il y a des investisseurs chinois qui, de manière tout à fait légale, ont pu développer des activités. Comme le gouvernement panaméen l'a rappelé à l'époque, les compagnies américaines sont aussi les bienvenues. Simplement, elles ont pris des décisions d'affaires et ce sont les Chinois qui ont développé, qui ne sont pas devenus, qui n'ont pas tout pris, mais il y a effectivement un certain nombre de ports qui sont exploités, opérés, comme on dit, par des opérateurs portuaires chinois, avec des contrats tout à fait légaux. Monsieur Trump s'en est ému en inférant que puisqu'il y a une présence accrue d'opérateurs portuaires chinois dans les ports du Panama, forcément, la Chine développe un certain contrôle sur l'autorité du canal de Panama, ce qui est très, très tiré par les cheveux dans la mesure où les activités portuaires et l'autorité du canal de Panama fonctionnent de manière complètement séparée et indépendante. Il y avait cette perception de Trump que, effectivement, la Chine prenait de plus en plus de place sur le plan économique dans les activités maritimes commerciales du Panama. Et donc, ça faisait peser une menace sur la liberté de transit par le canal de Panama. Bon, je pense que c'est assez contestable, mais c'est certain qu'il y avait une présence chinoise réelle sur le plan économique au Panama, ce qui n'est pas du tout le cas du côté du Groenland. On fait un grand cas de l'intérêt de la Chine pour le Groenland. C'est vrai que les Chinois se sont intéressés notamment au Groenland, comme à beaucoup d'autres régions de l'Arctique et du monde de manière générale, parce qu'ils sont extrêmement opportunistes au sens positif du terme. Ils cherchent des occasions d'affaires partout dans le monde. Et donc, il y avait eu effectivement des compagnies chinoises qui s'étaient intéressées à, par exemple, répondre à l'appel d'offres du gouvernement groenlandais pour la modernisation des aéroports. Ça avait été bloqué par le gouvernement danois, vraisemblablement sous la pression des Américains il y a quelques années. Bon, donc, il n'y a pas eu de contrat accordé aux compagnies chinoises. Il y a eu quelques exploitations minières qui ont été concédées à des compagnies chinoises qui n'en ont pas fait grand-chose finalement. Elles sont souvent minoritaires, donc il y a le gisement de terre rare où la compagnie chinoise détient simplement 7% du capital. On ne peut pas dire que ce soit une position prépondérante. Il y a une mine de cuivre qui a fermé récemment où les Chinois étaient aussi minoritaires dans le capital. Donc, il n'y a pas de position majoritaire active, il n'y a pas de mine active à l'heure actuelle avec des intérêts chinois. Et la seule où les Chinois étaient majoritaires, c'était la compagnie General Nice, qui avait la licence d'exploitation d'un important gisement de fer, le gisement de Dissua, et ils en ont rien fait. Alors, est-ce que c'est par manque d'intérêt? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des difficultés techniques, manque de capacité de collecter des capitaux pour investir? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça demeure très coûteux d'exploiter des ressources au Groenland.
On ne sait pas très bien. Toujours est-il que, comme le site était inactif, ben, le gouvernement autonome groenlandais a révoqué le permis d'extraction qui avait été accordé à la compagnie chinoise. Donc, il n'y a pas vraiment de frénésie d'activité de la part des compagnies chinoises au Groenland non plus. OK. Ben, écoute, Frédéric, merci bien pour cette entrevue très, très éclairante sur non seulement le Groenland, mais les convoitises américaines sur le Groenland et peut-être sur l'Arctique canadien. Sait-on jamais, hein, dans quelques semaines Ah, ou quelques mois, on va t'inviter pour parler, pour sait-on jamais. parler de notre annexion au bloc américain. Ça fera Avec M. partie, Trump, on est parfois surpris. ça, Oui, ça fera partie de la suite du sitcom oui. Donald Trump. Donc, ben, écoutez, Voilà. merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, likez la vidéo, commentez, partagez-la, parlez du podcast à vos amis. Ça grandit lentement mais sûrement. C'est encourageant pour la suite des choses. Donc, sur ce, je vous dis à toutes et à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.